Salut tout le monde, bienvenue à ce podcast de hockey sur demande sur les ondes des Chemins Télé, édition du... Attention, je vais regarder sur mon... je m'étais pas préparé la date, mais c'est l'édition du 3 novembre. Donc, bienvenue Stéphane à cette nouvelle édition. Yes, sir. Aujourd'hui, on va faire un gros sujet qui va durer quand même pas mal l'entièreté du podcast. Et on va terminer ça avec des petites nouvelles locales au niveau des aides-chemins. Il y a certaines équipes là, de hockey qui ont commencé leur saison. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais le gros sujet aujourd'hui, on va parler du Canadien de Montréal et de cette fameuse reconstruction qu'on nous avait annoncée en 2022. Et on va faire un petit peu un bilan de les 3 premières années de cette reconstruction-là pour voir si le Canadien est bien parti, s'il y a encore des gros trous là, à combler et tout ça. On va faire le tour des transactions, des choix repêchage. Donc, vraiment une analyse vraiment en profondeur de ces 3 premières années-là sous l'ère Ken Hughes. Et on va commencer par le commencement. Stéphane, on se rappelle que du côté du Canadien, on avait congédié Marc Bergevin lors de la saison 2021-2022. On a emmené ensuite le directeur général Ken Hughes, qui était à son premier emploi comme DG dans la LNH, celui qui était agent de joueur avant. Et il y avait déjà quand même un bon mandat parce qu'évidemment, le Canadien s'en allait plus ou moins là, nulle part là, dans cette saison-là. Donc, on savait qu'on avait quand même des joueurs à liquider à la date limite des transactions. Donc, on a fait quelques échanges du côté de Ken Hughes pour mettre une base un petit peu sur cette fameuse reconstruction-là. Évidemment, on ne fera pas toutes les transactions. On va y aller avec les plus importantes, celles qui ont eu le plus d'impact là, à moyen et long terme là, du côté du Canadien. On s'amène donc à la date limite des échanges au mois de mars 2022. La première grosse transaction du côté du Canadien, on a échangé Tyler Toffoli aux Flames de Calgary. On est allé chercher un choix de première ronde, un choix de cinquième ronde. On est allé chercher Tyler Pitlick et un certain Emil Heinemann. Et cette transaction-là, au départ, on ne voulait pas dire grand-chose, évidemment, parce que beaucoup d'espoir, beaucoup de choix au repêchage. Mais là, ce qui est le fun, c'est que là, 3 ans plus tard, on voit un petit peu qu'est-ce que ça a donné, cette transaction-là. Et ça nous a donné, entre autres, un certain Noah Dobson chez le Canadien, parce que Emil Heinemann a servi dans cette transaction-là pour Noah Dobson. On était chercher un choix de première ronde aussi. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là qui a été utilisé pour aller chercher Philippe Méchard. Ouais. Impact moins gros présentement, évidemment, Méchard qui est toujours dans la Ligue américaine. Mais somme toute, Stéphane, aujourd'hui, on peut quand même dire que c'est une bonne transaction parce que ça a quand même permis d'aller chercher un gros morceau qui va être là pour de très longues années et qui va faire partie des bonnes années du Canadien lorsque le Canadien va être prêt justement à gagner la Coupe. Oui, effectivement. Puis c'est drôle parce qu'avec les Flames, on a réussi à faire des bons échanges du côté de Kenyo dans les 3 dernières années, mais ça a commencé là, je pense, la négociation avec ça. Tu sais, Tyler Pitlick était de passage, je crois, du côté du Canadien, mais Emil Heinemann rend des fiers services présentement aux Islanders, donc ça n'a pas été un mauvais choix. Malheureusement, il n'y avait pas de place ici à Montréal, le signé comme agent libre là, cet été, donc très content, En fait, mais on l'a oui. transigé. Ouais, en fait, on l'a transigé, tu as raison. Donc oui, je pense que ça a commencé là. Évidemment, c'est pas le Hamburglar qui est arrivé à Montréal qui a tout changé comme premier échange. On en parlait avant le podcast, Max, mais le premier échange de Ken Hughes, c'était ça, d'aller chercher d'aller chercher Andrew Hammond contre Brendan Baddock. Mais si on revient à la transaction que tu parlais, je pense que ça a commencé là. Et c'est là qu'on a vu le sérieux que Ken Hughes voulait aller chercher avec le Canadien. Les jeunes joueurs, les vedettes à futur qui s'en venaient. Et on avait vraiment une idée précise du côté du Canadien, c'est d'aller chercher le plus de choix possible, 22, 23, 24, pour aller chercher le plus d'assets rapidement. Et écoute, on regarde aujourd'hui le Canadien et je pense qu'on a réussi du côté de Ken Hughes, mais ça a commencé là, Max, avec Calgary. Et honnêtement, si tu regardes les autres nations, on va en parler, mais il y en a beaucoup qui ont été profitables du côté du Canadien. Ensuite, on se transporte vers la deuxième transaction qu'on avait faite du côté de Ken Hughes. À ce moment-là, on a échangé Ben Sherratt, le défenseur, aux Panthers de la Floride. On est allé chercher Ty Smilanic, un choix de première ronde en 2023 et un choix de quatrième ronde en 2022, celui des Rangers. Et on avait retenu du salaire là, du côté du Canadien. Et le choix, là, c'est sûr qu'encore une fois, c'est une transaction qu'à court terme, on ne pouvait pas trop savoir qu'est-ce que ça allait donner. C'était un choix de première ronde, un espoir et un choix de quatrième ronde. Tyce Milik, malheureusement, là, c'est un non-facteur de cette transaction-là. N'a pas accompli grand-chose là, depuis qu'on a fait l'acquisition. Le choix de première ronde du côté des Panthers de 2023 a servi, attention, à aller chercher Alex Newhook, un autre joueur qui est présentement avec l'équipe et qui connaît un très bon début de saison là, avec le Canadien. Donc, ça a permis d'amener une pièce là, de plus là, au sein de l'équipe. Et le choix de quatrième ronde en 2022
Encore là, ça a été un non-facteur parce qu'on a été chercher, on a repêché en fait l'attaquant Cédric Guindon là, de l'attaque de Owen Sound de la OHL, n'est plus avec l'organisation actuellement. Fait que, grosso modo, on a échangé Ben Sherrod pour Alex Newhook. Ouais, puis écoute, ça a été drôle, hein, je pense, Max. Cette année-là, on voulait tellement que les Panthers perdent, puis on se ramasse avec un choix meilleur du côté de la première ronde, Max. On faisait des podcasts en ce temps-là avec le public, puis on se disait, ah, il faut que les Panthers perdent pour avoir le meilleur choix possible du côté du Canadien. Et finalement, ça s'est pas passé du tout. Que les Panthers ont fait bien cette année-là, mais on s'en sort quand même bien. C'est sûr qu'Alex Newhook, on aurait probablement aimé avoir mieux. Dans les premières années, je pense qu'on a une belle flamme cette année du côté de Newhook. Ça va bien. On connaît un bon début de saison. C'est un projet quand même. Hein. Alex Newhook est quand même pas très vieux. Il ne faut pas l'oublier. Là. Il y a quoi, je pense, rapidement 24 ans. Donc, c'est pas un facteur de vieillissement du côté de Newhook. Donc, c'est un projet très rapide que présentement va bien. Je pense avec des bons éléments sur une troisième ligne, ça va être très bon à Montréal. Mais encore une fois, c'était pas des échanges rapides qu'on voulait faire du côté du Canadien. On allait vraiment pour le futur. Puis honnêtement, Alex Newhook pourrait servir pour le Canadien pour les 10 prochaines années facilement sur une troisième ligne. Et là, la prochaine transaction, et là, on est toujours à date limite des transactions. Donc, vraiment, là, ça a été. Je dis à la date. En fait, pas vrai. Toffoli, ça s'est fait au mois de février. C'était pas la date limite des transactions. Du côté de Sherrod, ça s'est fait un petit peu avant, mais là, le 21 mars, c'est celle-là qu'on a fait une première transaction qui, je pense, a été un premier faux pas à court Ouais. terme, Ouais. mais on s'est quand même bien repris par la suite là, du côté de Ken Hughes. Et c'était le gros morceau du Canadien qui avait échangé, c'était Arturi Lekonen qu'on a échangé à l'Avalanche du Colorado en retour de Justin Barron et d'un choix de deuxième ronde en 2024. Justin Barron qui avait le profil d'un défenseur droitier qui était quand même assez convoité, offensif, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. C'était un joueur qui était assez inconstant là, dans ses performances et finalement n'est plus avec l'équipe aujourd'hui. Évidemment, Arturi Lekonen lui a aidé l'Avalanche à gagner la Coupe Stanley et il joue toujours sur le premier trio là, avec McKinnon, là, entre autres avec le Colorado. Et on a obtenu aussi un choix de deuxième ronde. J'ai été en 2024, celui de l'Avalanche. J'essaie de voir où on l'a passé, ce choix-là, parce qu'on n'a pas repêché avec du côté du Non. Canadien. On l'a reflippé. Mais en attendant que je trouve là où ce choix a servi, je vais te laisser aller avec ton analyse de cette C'est ça, transaction-là. la Mais selon moi, transaction de Dak, ça? ça, c'est la transaction de non, c'était deux choix de Deux première ronde qu'on secondes. a donné pour Dak. Mais ouais, qu'est-ce que tu as pensé, toi? Est-ce que le Canadien aurait dû garder Lekonen? Et si oui, ben pas si oui, mais sinon, est-ce que tu penses qu'on a obtenu un retour juste du côté du Canadien pour un joueur qui était quand même. C'est sûr qu'il n'a jamais été aussi offensif à Montréal. Là. Il y a vraiment. L'effet McKinnon l'a aidé beaucoup, mais c'est quand même une pièce importante du côté de l'Avalanche du Colorado. Ouais, puis écoute, je pense que c'est ça un peu le point négatif avec cette transaction-là, c'est que Arthur Lekonen est arrivé avec un bon printemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'était le printemps de la COVID, la Saint-Jean, Montréal, les buts gagnants en série. Donc, tout allait bien du côté d'Arthur Lekonen. On l'a échangé contre un. On pensait avoir beaucoup pour Arthur Lekonen. Ça s'est fait. Je ne veux pas un choix de deuxième ronde. C'était quand même bon pour Arthur Lekonen. Puis, je suis Justin Barron, que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais le premier faux pas, je pense, c'est qu'on l'a mal utilisé à Montréal. Il était étiqueté comme un joueur de troisième trio défensif. Et il y avait un apport offensif. C'est souvent ce qui arrivait un petit peu avant cette reconstruction-là avec Montréal. On avait tendance à prendre des joueurs un peu à la légère, puis on ne savait pas trop quoi faire avec eux autres. Et là, Arthur Lekonen a passé dans ce tordeur-là, je trouve, à Montréal. Puis quand il est arrivé avec Colorado, je me souviens toujours de ce que McKinnon avait dit en série. Des Arthur Lekonen, je pourrais en avoir 11 dans mon équipe, puis ça serait parfait. Là, donc, c'est un joueur, je pense, qui n'était pas à sa nette valeur ici à Montréal et qui a su se développer très bien à l'extérieur. Et tant mieux pour lui. Là, je pense qu'il rend fier service à l'Avalanche depuis ce temps-là. Mais écoute, ça arrive des mauvaises transactions ou des choses qu'on voulait faire et peut-être ça ne cadrait pas dans ce que Ken Hughes voulait faire. Et Jeff Gordon. Et garde, malheureusement, je pense que c'est un premier échec qu'on a fait du côté de l'organisation du Canadien. Oui, puis là, je suis pas en mesure de mettre la main sur le choix que je pense que le Canadien l'a tout simplement utilisé au repêchage pour s'avancer ou pour un autre choix parce que je regarde la liste des échanges canadiens puis je ne retrouve pas ce choix-là. Donc, pas mal sûr qu'il a été utilisé pendant le repêchage parce que Kenyo a quand même utilisé beaucoup de choix pour s'avancer et Ouais, c'est reculer et ça. tout ça. Non, ils ont Donc, changé, je vais te le dire, c'est quoi, moi. Ils ont changé leur choix de deuxième ronde, 57-90, ainsi qu'un choix de septième ronde pour acquérir le 21e des Kings de Los Angeles. c'est pour avoir Michael Age au Michael final. Donc, H., on exactement. a utilisé ce choix-là. Donc, voilà. Sinon, du côté du Canadien, par la suite, il faut se transporter. Là.
à la saison morte. Et là, c'est là que du côté de Ken Hughes, on a Ah ouais. quand même volé le spectacle. Là. Mhm. On va y aller avec le repêchage de 2022 parce que ça va nous permettre de couvrir aussi cette fameuse transaction-là. Grosse première ronde, repêchage est à Montréal en plus. Le Canadien obtient le premier choix au total. Malheureusement pour le CH, ça a été une année où il n'y avait pas vraiment de choix unanime de première ronde. On qualifiait même de cette QV-là comme étant faible. Il y avait les Shane Wright de ce monde. Il y avait Uri Slavkovski, évidemment, Logan Cooley, Simon Nemec aussi comme défenseur. Donc, il y avait quand même quelques joueurs là, qui gravitaient, mais il n'y avait pas un consensus pour le premier choix au total. Il n'y avait pas de Connor McDavid, de Connor Bedard ou de Macklin Celebrini dans ces repêchages-là. Et finalement, le Canadien qui opte pour Juraj Slavkovski. C'est un gros bonhomme qu'on ne parlait pas beaucoup, a connu de gros Olympiques avec la Slovaquie, un bon Mhm. championnat du monde également. Donc, a monté vraiment les échelons là, au repêchage. Et finalement, on commençait à en parler comme potentiel choix premier au total vers justement la fin de la saison, que ça commençait à circuler. Et là, on regarde aujourd'hui. Slavkovski n'est pas mauvais, honnêtement. Là, c'est un bon joueur. Il a un coffre à outils très intéressant. Mais on attend encore cette explosion-là offensive du côté de Slav, digne d'un choix de premier au total, là, finalement. Là. Donc, est-ce que c'était vraiment le choix? Surtout quand on voit des gars justement comme Logan Cooley, Ouais. qui est un joueur de centre. On cherche beaucoup un joueur de centre de deuxième trio à Montréal dernièrement. Ça aurait pu régler ce problème-là. Évidemment, c'est plus facile à dire aujourd'hui. Mais au centre, il y avait encore un besoin à ce niveau-là. Sauf que on va commencer par Slavkovski parce qu'après ça, le problème de centre, ben, on a tenté de le régler un peu plus tard dans cette ronde-là. Mais allons-y avec une étape à la fois. Slavkovski, selon toi, est-ce que c'était le choix à faire? Est-ce qu'on aurait pu opter plus pour un Shane Wright, un Logan Cooley? La Difficile à parole est à dire. M. Grenier. Ouais, difficile à dire. Écoute, moi, je pense que à talent égal, tu vois, avec la grandeur et la puissance. C'est ce qu'on a fait du côté du Canadien. Il ne faut pas oublier une affaire aussi. Le Slakowski a 21 ans. Là. Donc, tu sais, faut pas l'oublier. Quatrième saison dans la Ligue nationale déjà, 21 ans. C'est un joueur qui est un diamant à peaufiner, malheureusement. C'est un gars qui ne scorera pas, qui ne marquera pas 40-50 buts par année. Il ne fera pas non plus 120 points par année. Je pense pas que c'est le style de joueur qu'il est. Par contre, c'est un bonhomme qui va déranger en avantage numérique. On en parlait, Max, plus tôt dans la soirée. Je pense que c'est un gars qui peut apporter sa grosseur sur la glace. C'est un gars qui peut apporter de la place pour un gars comme Cole Caulfield sur une première ligne. Il reste à voir. Est-ce qu'on va vouloir avoir un demi-dove sur une première ligne, qu'on va parler plus tard avec plus d'offensive avec Suzuki puis Caulfield, mais je pense que c'est un bon complément. Il ne faut pas oublier qu'il a 21 ans, quatrième saison nationale, je leur dis encore pour être sûr que le monde m'entende, mais c'est un gars que peut-être dans 4 ans va être exceptionnel dans ses forces, mais il faut penser que ça ne sera jamais un Logan Cooley. Il faut penser aussi qu'est-ce qu'on a essayé de faire du côté du Canadien, puis qu'est-ce qu'on voulait du côté du Canadien aussi. Je pense qu'on voulait avoir un gros bonhomme, un gros joueur, un gros allié sur le premier trio, et là, on l'a. Donc, ça reste le Canadien à savoir ce qu'ils ont à faire avec. Mais, comme je te dis, c'est sûr que si dans n'importe quel repêchage, je pense pas que ça aurait été le choix numéro 1 là, dans un autre repêchage. Sinon, bon, là, comme j'ai dit, le Canadien a tenté de régler le problème au centre en échangeant du côté de Chicago un choix de première ronde. En fait, on va commencer par l'échange qu'a amené Alexander Romanov aux Islanders. Le Canadien a obtenu le choix de première ronde des Islanders. On a envoyé aussi un choix de quatrième ronde. Ensuite, on a utilisé ce choix de première ronde-là, ainsi que le choix de troisième tour en 2022. Et on est allé chercher Kirby Dach, un joueur de centre droitier de 6 pieds 4 pouces, 221 livres. Mais malheureusement, c'est pas mal juste ça qu'on a jusqu'à maintenant du côté de Kirby Dach parce que les blessures l'ont ravagé là, depuis les dernières années. N'a jamais joué plus que 58 matchs avec le Canadien, 58 à sa première saison. Avait quand même bien fait avec 38. Ouais. Ensuite, on se rappelle la saison 2023-2024, il avait 2 points en 2 matchs, se blesse contre les Blackhawks, se mise en échec, rate le reste de la saison. L'an passé, ne joue que 57 matchs, 22 points. Et là, cette année, ne semble pas encore être à 100%. Là, quand même des journées de traitement une fois de temps en temps. Mhm. Seulement 2 points en 7 matchs. Donc, l'idée était là du côté du Canadien. Clairement, on voulait se grossir Ouais. avec Slavkovski à l'aile. Et là, on allait chercher plutôt Dak pour remplir ce fameux poste de deuxième centre. Mais jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on a raté la cible là, du côté du Canadien parce qu'on n'a clairement pas obtenu ce qu'on voulait avec Kirby Dak en raison des blessures, entre autres. Là.
Ouais, puis Romanov, on se rappellera toujours, hein, c'était un favori de la foule, c'est un gars qui jouait physique, c'est un gars que le monde aimait à Montréal. Donc, c'était un peu de l'ancienne garde, mais c'est un gars qui transitionnait quand même bien vers la nouveauté que le Canadien voulait aller. Puis Kirby Dack, c'était un beau bet. Là, on va le dire un peu malheureusement en anglais, mais c'est une belle mise en scène qu'on voulait faire du côté de Ken Hughes à sa première vraie saison, là, mettons, là, de gérance. Puis en 2022-2023, quand on allait le chercher, c'était un gars qui avait juste 21 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'était aussi un autre bijou qu'on voulait aller chercher. C'était un gros bonhomme, un gars qui avait des mains, mais il n'a jamais joué gros. C'est ça un peu le problème avec le rôle ou la façon que Kirby Dack joue, c'est qu'il n'est pas gros. Il a commencé cette année, peut-être, l'année passée, à jouer un petit peu plus physique, mais il doit être plus physique que ça. Et malheureusement, on n'est pas capable de mettre des points sur le tableau. C'est ça qui fait mal. Du côté de Romanov avec les Islanders, mais on n'a pas mal fait du côté de Romanov. On a donné quand même des fiers services à une équipe qui avait besoin de robustesse à la défensive. Mais encore une fois, Romanov avait quand même ses limites au niveau de la robustesse. Il ne peut pas se battre, il ne peut pas se lâcher les gants. C'était un joueur un petit peu plus vieillissant, quand même rapide, mais vieillissant. Donc, c'est un peu un échange qui est un petit peu tombé à l'eau du côté des deux équipes, malheureusement. Et là-dessus, tu sais, on a échangé quand même un choix de première ronde puis un choix de troisième ronde pour ça. Donc, écoute, c'est dommage. On va voir comment il va se débrouiller pour le restant de l'année. Il a seulement 2 points cette saison en 8 rencontres. Il reste encore beaucoup de hockey à jouer cette année, mais on va espérer que cet espoir-là va pouvoir enfin en donner un petit peu plus pour le Canadien cette année. Sur une deuxième ligne, en tout cas. Moi, la seule chose que je me demande, c'est pourquoi les Blackhawks l'ont échangé. Une équipe qui est en reconstruction, oui, il est encore très jeune à cette époque-là. Je pensais que ça aurait été un joueur qu'ils auraient bâti autour. Mhm. On a décidé de l'échanger. Moi, clairement, il y a anguille sous roche. Puis, tu sais, c'est pas au niveau réputation, parce que ça semble être vraiment un bon gars. C'est pas un joueur qui a de l'air à faire du trouble dans le vestiaire et tout ça. Mais clairement, peut-être du côté des Hawks, on a vu que ce joueur-là avait des limites. Du côté du Canadien, on a peut-être pensé qu'on serait en mesure de relancer ce joueur-là, mais on voit également du côté du CH que le joueur a ses limites aussi. Et en début de saison, lorsque les dirigeants ont rencontré les médias, on ne voulait pas dire noir sur blanc que c'était la dernière chance de Kirby Dack, mais on semblait dire que cette année, ça devait être une grosse saison qui devrait monter quelque chose d'intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sa dernière année de contrat aussi. Il va tomber joueur autonome avec restriction. Donc, le Canadien va conserver ses droits. Mais c'est pas mal sa dernière audition pour être le joueur de centre de deuxième trio. Sinon, il faudra commencer à trouver des options du côté du CH. Par contre, la bonne nouvelle dans ce repêchage-là, c'est qu'on a fait une sacrée belle trouvaille en deuxième ronde avec Lane Hudson, qui est devenu la recrue par excellence là, de la saison 2024-2025, a gagné le trophée Calder. Est déjà encore sur une très bonne lancée là, en ce début de saison. Là, 9 points en 10 matchs jusqu'à maintenant. Un défenseur que personne n'a cru vraiment en lui en raison de son gabarit qui est quand même petit, mais sur la glace, c'est un véritable magicien. Et du côté du Canadien, j'ai aimé qu'on ait pris ce risque-là en deuxième ronde, surtout fin de deuxième ronde. Lorsqu'on l'a vu qu'il était encore présent, on a carrément sauté sur l'occasion. Ça a été très payant comme choix. Oui, puis je me souviens quand on a parlé de Hudson en deuxième choix, on disait que c'est probablement le défenseur qui était le plus talentueux dans cette cuvée-là au niveau du talent offensif, puis on ne s'est pas trompé du côté du Canadien, mais c'est surprenant, 62e max. C'est quand même tardif en deuxième ronde quand même. Il était beaucoup plus petit, on le savait. C'était pas la grosseur qui était vraiment renommée de ce côté de Hudson. Il avait mis des pucks dans ses patins pour être sûr de mesurer 5 pieds 7 là, au draft, je pense, mais ça reste que c'était un choix excellent du côté canadien. Puis moi, si je regarde ce repêchage-là, ce que j'aime aussi, c'est on a pris une chance avec Owen Beck qui malheureusement joue un petit peu la toupie entre Laval et Montréal. Mais on a été chercher un Vincent Rohrer qui est un marchand de vitesse aussi, mais qui est un petit gabarit. Je pense qu'on l'a connu un peu plus cette année au niveau du début de saison là, dans les scrimmages avec les Canadiens, là, en début de saison, dans le camp d'entraînement, excuse. Et on a aussi Adam Ekstrom, qu'on a choisi en troisième ronde. Ouais. Adam Ekstrom a eu des très bons mots de Martin Saint-Louis en début de saison, disant que c'était un défenseur national, que s'il continue comme ça sa progression, devrait jouer une grosse carrière dans la Ligue nationale. Donc, c'est un gars qui est très bon offensivement, une belle vision de jeu. Cette année à Laval, un
très bon début de saison. Ça, c'est vraiment un avantage de plus qu'on a du côté d'Extrom. Puis, on ne sait pas avec Jack Hype et avec Struble ce qui va se passer à Montréal, mais c'est un gars qui cogne à la porte de la Ligue nationale et qui pourrait aider les Canadiens cette année s'il y a d'autres blessures à la défensive. Oui, puis là, j'ai oublié de parler du deuxième choix de première ronde, là, qui est Philippe Méchard. Malheureusement, ben là, il entame sa deuxième saison à Laval. L'année passée, il a été blessé le plus souvent Ouais. que son tour. Mais la grosse, pas lacune, mais là où on a échoué du côté du Canadien avec ce choix-là, c'est qu'il y avait certain Jiri Kulich qui était disponible quelques rangs après et les Sabres de Buffalo ont sauté dessus. Présentement, 5,9 matchs dans la LNH, donc il y a déjà un impact là, avec les Sabres. Donc, c'est peut-être là qu'on a raté la cible là, avec le deuxième choix de première ronde, alors que Méchard a été blessé et ensuite a été laissé de côté en série. Quand tu laisses de côté ton choix de première ronde en série, ça ne regarde pas très bien. Et là, cette année est toujours à Laval, comme j'ai mentionné. Tu as fait mention d'Ekstrom, qui a été un bon choix aussi là, du côté du Canadien, là, un choix de troisième ronde qui pourrait devenir un joueur de la LNH là, éventuellement. Et là, c'est à partir de ce moment-là que Ken Hughes s'est mis à faire de la magie avec ses transactions. Il en a conclu une là, durant la saison morte, là, avant de débuter la campagne là, de 2022-2023. Alors qu'on s'est départi des services de Jeff Petrie qui ne voulait plus jouer à Montréal, ceux de Ryan Poehling, un ancien choix de première ronde qui n'allait nulle part. Et on va chercher un Mike Madison et un choix de quatrième ronde. Et aujourd'hui, Mike Madison, ben, c'est le défenseur numéro 1 de l'équipe et a connu une grosse première saison avec le Canadien. L'année passée, ça a été un petit peu plus difficile, mais avec l'arrivée de Hudson, c'est pas mal lui qui ramassait l'avantage numérique là, sur la première vague et les points en général. Mais là, cette année, il connaît un bon début de saison aussi. Gagne un salaire très, très, très respectable à 4 875 000. C'est sûr que pour les communs des mortels, c'est beaucoup d'argent, mais dans la LNH, là, c'est une aubaine là, carrément pour la part qu'il amenait. Mais ça, pour vrai, ça a été un vol. Parce qu'écoute, Jeff Petrie n'est même plus à Pittsburgh, Poehling non plus. Puis même quand il était à Pittsburgh, ces gars-là n'ont eu aucun impact. Puis Madison, ben, comme j'ai dit, c'est rendu le défenseur numéro 1 du Canadien, puis un excellent vétéran pour les jeunes aussi. Ce qui est impressionnant, c'est à son arrivée. On est allé le chercher à l'été, comme tu disais, avait fait 31 points en 74 rencontres avec les Pingouins. Je vois 18,50 secondes de moyenne avec les Pingouins. Arrive avec le Canadien, 34 points en 48 matchs la première saison. 24 minutes 27 secondes de temps de jeu. Deuxième saison, 62 points. On se souvient, cette saison exceptionnelle-là, 11 buts, 51 passes. 25 minutes de temps de jeu, le 25-33. Ça a fini à moins 24, mais écoute, il faisait froid cette année-là que Montréal, c'était pas feu. Là. Vous vous souvenez que Carey Price était parti à cette année-là. Les 80 matchs l'année passée, 31 points seulement avec l'avenue de Hudson qui est arrivé un petit peu chamboulé l'avantage numérique, mais on a joué 25 minutes de moyenne. Et on se disait toute l'année passée, moi, Max, il joue trop de minutes, il n'est pas efficace. Il joue trop de minutes, il n'est pas efficace. Il joue trop de minutes, il n'est pas efficace. Et cette année, c'est encore ça. Donc, il est très efficace cette année en date avec 6 points, là, dont 3 buts déjà en 10 rencontres avec le Canadien. On parle beaucoup d'une signature avec lui là, dans les prochaines semaines. Pour la prochaine année, il va falloir signer Mike Madison, je pense, à long terme du côté du Canadien. C'est pas un joueur qui est vieux non plus, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est un joueur qui a seulement 31 ans. Et là, oui, vous allez me dire 31 ans, c'est vieux dans la Ligue nationale, mais il y a encore au moins un 4-5 ans facilement devant lui. Il ne faut pas oublier que Mike Madison patine très bien. C'est un bonhomme de 6 pieds 2, 200 livres, qui est quand même assez physique quand il a besoin de l'être. Mais c'est un gars qui est très bon des avantages numériques maintenant, qui a trouvé un petit peu une chaise là-dedans. Et c'est un gars fier, hein? C'est drôle, hein? Des fois, on joue dans une place, Max, dans la Ligue nationale, puis on joue bien, mais quand il est arrivé à Montréal, on a senti que c'était un gars de la place puis qu'il a voulu s'imposer en tant que Québécois, qui vient quand même de Pointe-Claire, là, dans l'ouest de l'île. Donc, moi, je trouve que c'est rend des fiers services pour le salaire qu'il gagne, Mike Madison, et j'ai beaucoup de respect pour ça, là, pour un gars local. Ensuite, autre tour de magie qu'on a fait du côté de Ken Hughes. Et ça, ça a été en quelques chapitres, là, en fait. Là. Ouais. Alors qu'on était chercher les services de Sean Monahan et d'un choix de première ronde. Et ensuite, le Canadien qui va reflipper 2 ans plus tard, ben, en fait, l'année d'après, Sean Monahan aux Jets pour un autre choix de première ronde. Donc, écoute, ça a donné du capital pas mal du côté du Canadien. Alors, on était chercher en fait un choix de première ronde et un choix de troisième ronde. Et le choix de première ronde, ensuite, acquis des Jets, a servi pour une transaction avec les Kings de Los Angeles pour s'avancer. Et là, on est allé chercher les services de Michael Age via le repêchage. Et là, lui est en train de tout déchirer dans la NCAA avec Michigan.
Et plusieurs le voient comme le potentiel deuxième centre du Canadien à long terme. Pour un gars qu'on qualifiait d'étant fini, entre guillemets, en raison des blessures, puis il a donné du bon hockey aussi aux Canadiens, là. Il y a eu une saison d'une trentaine de points. Il y a eu en fait 35 points en 49 matchs avant qu'on l'échange du côté des Jets. Même qu'il y a des gens qui étaient prêts à lui donner 5 millions par année pour les 5 prochaines années pour le garder à long terme avec le Canadien. Du côté de Ken Hughes, on est allé plutôt avec l'investissement à long terme au niveau de la jeunesse en se servant justement de Monahan pour aller chercher des choix au repêchage. Et finalement, on a repêché Michael Age. Mais tout ce chapitre-là, Sean Monahan, ça a été encore une fois une démonstration à quel point Ken Hughes peut être un très, 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 très bon DG. Parce que là, on est allé chercher des assets fort intéressants avec ce joueur-là. Ce qui est le plus intéressant, c'est comme tu dis, ce qu'on est allé chercher. On s'est fait demander de sortir Sean Monahan des Flames. Encore une fois, une mauvaise transaction du côté des Flames, mais ça a été apporté. Puis, tu sais, c'est l'expérience. C'est un gars que Sean Monahan connaissait Ken Hughes de toute façon. C'est un gars qui est venu apporter un peu l'étoffe capitaine là, que Sean Monahan est capable d'avoir avec le Canadien. Ça l'a aidé beaucoup, je pense, à Nick Suzuki à comprendre aussi comment c'était d'être un bon capitaine. Et après, comme tu dis, on va l'échanger contre un Michael Age. Puis, Michael Age, c'est une belle histoire. Là, on est allé le chercher en 21e au total en 2023-2024 avec l'histoire de son père. Donc, tu sais, je pense que ça a été émotif et je pense que pour lui, ça va être le genre de joueur qui veut vraiment tout faire pour jouer dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal. Et cette identité-là, on ne l'avait pas avant avec le Canadien. Avant l'ère Ken Hughes, je ne trouvais pas qu'on avait cette identité-là d'aller chercher des joueurs qui veulent vraiment tout casser pour le Canadien de Montréal. Quand on a signé Cole Caulfield, je ne sais pas si tu te souviens, on se disait il va s'en aller aux États-Unis parce que c'est un Américain. Et bang, on signe un contrat avec, je pense, c'est quoi, 200 000 de moins que Suzuki. Mais il voulait rester à Montréal, ou 25 000 de moins que Suzuki, je veux dire. Donc, tu sais, c'est ça la nouvelle ère des Canadiens de Montréal, puis c'est ça qui est intéressant présentement. Et honnêtement, Michael Age, s'il continue à se développer de cette façon-là, va créer une grosse différence avec les Canadiens de Montréal, je pense, cette deuxième ligne, dans quoi? 2 ans peut-être? Ben écoute, il va sûrement arriver avec l'équipe là, dans les prochaines années. Maintenant, quand il va avoir un impact, ça, on verra bien, mais on devrait le voir quand même assez bientôt là, avec le Canadien. Donc, ce qui nous transporte maintenant, bon, la saison 2022-2023 est en marche. Encore une fois, c'est plus difficile. On arrive au repêchage, le Canadien qui avait le 5e choix au total et potentiellement un choix de fin premier tour là, des Panthers. Mais surprise, comme j'ai dit tantôt, on s'est servi du choix des Panthers pour aller chercher Newhook, qui aujourd'hui s'avère quand même être une transaction potable. On avait également cédé les services de Gianni Fairbrother, qui est un défenseur que le Canadien avait repêché il y a quelques années, et un choix de deuxième ronde aussi en 2023. Donc, on se retrouve avec un seul choix en première ronde, le 5e au total. Et là, moi, je pense que c'est là qu'on a peut-être fait la plus grosse gaffe, entre guillemets. C'est un repêchage qui était fort en attaquant. Pas beaucoup de défenseurs dans le top 10. Et on opte quand même pour le défenseur qui est David Rainbacker, en fait. Défenseur qui a un profil plus... défenseur qui va manger beaucoup de minutes, qui va jouer beaucoup de hockey en une partie. Mais ça ne sera pas un Kyle McCarr, ça ne sera pas un Lane Hudson, un Quinn Hughes. Ce n'est pas un défenseur dans cette trempe-là. Et moi, il est un petit peu là mon problème. Quand tu repêches un défenseur 5e au total, faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Il faut que ce soit un défenseur qui doit être dans l'élite de la LNH. Et là, non seulement il collectionne des blessures depuis qu'il a été repêché, mais à la base, c'était pas un défenseur qui avait ce profil-là d'être une super vedette. C'est plus un défenseur qui va être vraiment fiable, qui va pouvoir jouer des grosses minutes. Mais selon moi, ce genre de défenseur-là, c'est pas ce qu'on doit repêcher au 5e rang, alors que tu avais des joueurs hyper talentueux comme Matvei Michkov, même si, bon, il y a une réputation qui a l'air à le suivre pas mal, puis là, on voit aujourd'hui un petit peu plus, mais il y avait des Zach Benson aussi qui étaient là, il y avait des Ryan Leonard, on parlait d'un joueur qui permet de rendre une équipe plus difficile à affronter. Leonard, c'en est un qui peut remplir ce rôle-là. Donc, pour moi, je pense que ça a été le plus gros faux pas du Canadien, surtout que Rainbacker, il s'est encore blessé en début de saison cette année. Il n'est toujours pas revenu au jeu. Puis j'ai comme l'impression que c'est un petit peu pour ça que le Canadien est allé chercher Noah Dobson cet été. C'est qu'on est peut-être plus aussi convaincu que ça peut devenir ton défenseur de première paire à la droite et qu'on voulait se donner un plan B parce que présentement, il n'a pas joué beaucoup de hockey. Quand il est en santé, il joue quand même bien. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il ne reste pas en santé. Donc pour moi, c'est le faux pas du Canadien là, jusqu'à maintenant, depuis le début de cette reconstruction-là.
Ouais, puis suppléments. honnêtement, on cherchait, je pense, des attaquants plus que d'autres choses que du Canadien. Puis Zach Benson aurait pu être un des choix aussi du Canadien au cinquième rang. Écoute, multiplie les blessures, comme tu dis, je pense que c'est de la malchance. Je pense que c'est un défenseur qui va être bon sur 200 pieds. Un gars physique, c'est un petit peu au style à Goalie présentement, mais Goalie, je pense qu'il est un meilleur leader que lui, là. Mais ça reste difficile. Je pense que c'est un choix, comme tu dis. On a pris une chance. On avait Chimachev juste en arrière, qui évidemment n'a pas de points national, mais qui joue présentement au moins avec Utah. Et écoute, c'est sûr que c'était pas évident. Je pense que le repêchage a été difficile cette année-là, tout court. Je pense que on a été chercher, je pense, le futur gardien de but, mais je pense que c'est un repêchage qui a été plus difficile du côté canadien en 2023. On n'avait peut-être pas les éléments qu'on voulait avoir présentement. Ben écoute, tu parles du repêchage 2023, effectivement, le Canadien qui a quand même fait quelques bonnes prises, là, comme tu as mentionné, qui est identifié comme étant le gardien d'avenir du Canadien. Reste à voir maintenant si ce sera effectivement le cas, mais jusqu'à maintenant, il y a une feuille de route quand même assez intéressante. L'autre que personne n'a moins vu venir, le petit frère de l'autre, comme on dit, Florian Jacquet, qui a été repêché par le Canadien en quatrième ronde. Mhm. Plusieurs, dont moi, je trouvais que c'était vraiment tôt pour ce profil de joueur-là qui n'avait rien de super spectaculaire. Encore une fois, c'est un gros bonhomme qui joue robuste et tout ça. Mais tu sais, ce genre de joueur-là, tu es capable d'en trouver pas mal là, dans les 5, 6, 7e rondes. Canadien, on avait peur que quelqu'un le prenne, on l'a ramassé en quatrième ronde. Mais force est d'admettre que c'est un choix qui est fort intéressant parce qu'à sa première saison avec le Rocket, a quand même marqué 24 buts. Donc, c'est pas juste un gars qui amène de la robustesse, capable de jouer au hockey aussi. Connaît un début de saison plus tranquille, si on veut, avec 2 points en 7 matchs. Mais tu sais, 24 buts, 11 passes, 35 points en 69 matchs, une saison recrue dans la Ligue américaine, 175 minutes de pénalité aussi. Donc, le gars n'a pas peur, n'a pas de colle dans les gants, comme on dit, Oh non, monsieur. l'expression, est capable de jeter les gants. Et ça pourrait devenir un profil assez intéressant dans les prochaines années sur un quatrième trio. Là, un genre de Matt Martin, un peu, là, ou Mhm. de Carl Clutterbuck là, dans ces moules-là. Là. Ouais, effectivement, c'est un gars, je pense que à court terme, va quand même donner la chance à justement amener le Canadien peut-être à un autre niveau de la robustesse. C'est un gars de 6 pieds 4, 205. Maman Jacky fait beaucoup de bouffe depuis 2 années avec son frère et lui, mais je pense que ça va être vraiment un asset. On l'a découvert un peu plus cette année, je crois, dans le camp d'entraînement. Mais je pense que son idée est faite et il veut jouer avec nationale le plus tôt possible. Donc, écoute, s'il peut connaître quand même une bonne saison, je pense que l'année passée, ça a été une excellente saison pour lui, quand même sur une quatrième ligne à Laval. Je pense pas qu'il va être capable de répéter ça. Mais c'est un joueur qui pourrait. Tu sais, on a un peu un Matt Rempe avec New York, mais Florian Jacken pourrait faire la même job avec un apport offensif beaucoup meilleur et un QI hockey beaucoup meilleur aussi que Rempe. On s'en transporte maintenant à la saison 2023-2024. Pas une saison vraiment occupée du côté de Ken Hughes, là. Dans le sens qu'on n'avait pas vraiment d'éléments importants à liquider. Le seul qu'on avait, c'était bon, le dossier des gardiens de but. On se rappelle qu'on avait 3 gardiens de but avec les Canadiens. On avait Jake Carlin, on avait Caden Primo, puis on avait Samuel Montembeau. Finalement, ça a été au 8 mars 2024 avant qu'on mette fin à ce fameux dilemme de gardien de but. C'est finalement Jake Carlin qui a fait ses valises pour les Devils du New Jersey. Mais sinon, ça a quand même été assez tranquille. On se transporte donc au repêchage de 2024. Encore une fois, saison difficile du côté du Canadien. On repêche encore une fois 5e au total. Et là, Mhm. c'est là qu'il y a un petit miracle qui s'est produit Vraiment. du côté du Canadien, alors que les équipes devant eux ont donné un sacré bon coup de pouce. Bon, ça a commencé avec Celebrini, avec les Sharks, mais ça, c'était coulé dans le béton que c'était lui qui avait le Correct. premier choix. Ensuite, autour des Blackhawks de Chicago. Et tu sais, j'ai dit ça pour le Canadien avec Rainbacker, mais on a fait la même chose du côté des Blackhawks de Chicago. On s'en va chercher un défenseur avec un profil, tu sais, un profil intéressant, mais pas de super vedette en Mhm. Artem Levchunov. Un défenseur qui risque d'être plus défensif qu'offensif. Ensuite, un autre coup d'éclat, les Dogs d'Anaheim qui vont chercher Beckett Seneca, qui n'était pas du tout classé top 5 au repêchage. Et là, le Canadien, évidemment, on souhaitait tous avoir Ivan Demidov. Il Ah restait que ouais. les Blue Jackets de Columbus. Et les Blue Jackets, évidemment, Indéfendable.
avait une filière russe déjà là-bas avec les Marchenko, avec les Vorenkov, qui était déjà là. Provorov aussi, un autre joueur russe. Donc, on s'est dit, ce serait pas impossible que Demidov se ramasse là. Il y aurait déjà des compatriotes là-bas. Mais non, on a pour un joueur qui n'a pas à moitié joué de l'année en Caden Lindstrom avec une blessure au dos. Évidemment, il y avait le profil quand même des Blue Jackets, là, un gros bonhomme qui joue de la robustesse, un peu un Boone Jenner que ce profil-là aussi, mais en plus offensif. Donc, le Canadien a l'opportunité de repêcher Ivan Demidov. Et cette fois-ci, ils ont fait le bon choix, Stéphane. Ils vont chercher Demidov, puis on l'a vu là, récemment là, avec sa performance de 3 points contre les Canucks. Là. Présentement, presque 1 point par match depuis le début de la saison, là, à sa première saison complète dans la LNH. Écoute, si on a frappé dans le beurre au repêchage de 2023 pour aller chercher un attaquant de premier plan, là, je pense qu'on peut dire que le Canadien s'était très, très bien repris là, avec cette sélection de Ivan Demidov. Exact. Après avoir décroché ton chandail du Canadien pour Rainbacker en 2023, t'as quand même pas raccroché ton chandail pour du Canadien pour Demidov, mais quel choix. Puis honnêtement, ça a été chanceux. Peut-être pas chanceux, mais je pense qu'on avait une idée précise du côté de Columbus et Anaheim, mais je pense qu'on a été chanceux du côté du Canadien, puis on va voir les fruits de ça. Une année difficile, par contre, en 2024-2025 en Russie, du côté de Demidov, le Canadien qui s'est transformé, en fait, qui s'est transporté là-bas pour parler à l'organisation du Scott Petersburg à cause de l'utilisation de Demidov, puis comment qu'on voyait le futur, mais ça reste que c'est un choix incroyable. Puis honnêtement, Max, je suis prêt, je mets tout de suite il y a 3 joueurs de ce repêchage-là qui ressort présentement. C'est Zeev Beyum avec ses 8 points en 10 matchs avec Minnesota là, pour un défenseur qui va très bien. Et Macklin Celebrini qui est sorti premier. Puis honnêtement, Macklin Celebrini, s'il continue comme ça, va être probablement un joueur générationnel. Mais que dire d'Ivan Demidov, on parle peut-être moins dans la Ligue nationale parce qu'il a été choisi 5e, mais c'est un vol présentement du côté du Canadien de Montréal. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça qui est le fun, je pense, avec le Canadien. On a été chercher, je pense, le meilleur joueur de skill dans ce repêchage-là. On a Macklin Celebrini qui va très bien déjà présentement avec 1 point par match en Ligue nationale. Donc, bravo Canadien. On l'a eu sur un plateau d'argent. Max, je me souviens au podcast, t'étais fou, là, je ne pouvais pas y croire, puis t'étais tellement heureux. Et moi, j'étais là, OK, je le connaissais moins. Évidemment, je connaissais moins les recrues dans ce temps-là. Là. J'ai commencé à les reconnaître cette année-là, justement. Mais ça a été tout un choix du Canadien de Montréal et bravo. Bravo à l'organisation. Bravo à Brobov aussi qui a des très bons contacts en Russie, je pense, présentement. Ouais, puis le Canadien avait 2 choix de première ronde, là, comme j'ai mentionné tantôt. On s'est avancé pour aller chercher le 21e choix et aller chercher en même temps Michael H, qui était un autre choix assez judicieux parce qu'il produit très bien dans la NCAA présentement. Et comme j'ai dit tantôt, il y en a plusieurs qui voient que ça pourrait être un joueur de centre là, dans le top 6 là, du Canadien dans les années à venir. Par la suite, ça a été plus tranquille. Il n'y a pas eu vraiment de choix là, qui ont attiré l'attention. Il y a Atos Koivu, évidemment, que c'est le fils de Saku Koivu, mais présentement, il joue en Finlande puis produit plus ou moins. Donc, j'ai comme pas tant l'impression que ça va être un joueur qui va s'amener avec le Canadien. Là, le seul gros nom qu'il y a d'autre, c'est Tyler Thorpe, qu'on a entendu pas mal à cause de sa robustesse sur la 4e ligne avec Laval. Et c'est un gars qui, probablement, il va être un talent tardif à faire, mais ça pourrait arriver. C'est quand même un gros bonhomme, là, 6 pieds 4, 230 livres, c'est toute une pièce d'homme. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, là, c'est toute une pièce d'homme. Donc, c'est peut-être un des seuls là, dans ce repêchage-là qui pourrait peut-être faire une carrière soit dans la Ligue américaine, soit une carrière sur une 4e trio dans la Ligue nationale. Mais je vais dire comme toi, Max, ça n'a pas été un repêchage. Et tu sais, on en parle souvent, Max, ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est le repêchage, c'est une science inexacte. C'est vraiment difficile d'avoir 1, 2, 3 sensations par repêchage qui font ton équipe. Et là, on le voit avec le Canadien. Là. Sinon, on va se transporter, on va aller un petit peu plus rapidement si on veut aller avec nos pensées finales là, face à cette reconstruction-là. Mais bon, grosse transaction avant de débuter grosse transaction. Elle semblait quand même mineure dans un sens parce que c'est un joueur qui partait quand même de loin. Évidemment, Patrick Laine, qu'on a acquis et qu'on allait chercher du côté du Canadien en retour de Jordan Harris. On a reçu même un choix de 2e ronde aussi des Blue Jackets en 2026. Et c'est un peu une des raisons pour laquelle le Canadien a finalement fait les séries cette saison-là, avec des gros buts en avantage numérique. Malheureusement, c'est plus difficile. Puis là, il vient de se blesser pour 3-4 mois. Donc, c'est probablement les derniers moments qu'on a vu de Laine avec le Canadien. Du moins, il va sûrement jouer là, la fin de la saison, mais à quel point il va être efficace, ça, on verra bien. Là. Il y a quand même plusieurs blessures qui s'accumulent.
Du côté de Jordan Harris, c'est présentement avec les Bruins de Boston, donc ça n'a pas fonctionné avec les Blue Jackets. Donc, pour ce que Harris a amené avec les Blue Jackets versus ce que Line a amené avec le Canadien, je pense que le Canadien a quand même eu le dessus, en plus d'aller chercher un choix de deuxième ronde. Par la suite, comme j'ai dit tantôt avec Barron, bon, on s'est repris, on a été chercher Alexandre Carrier, on ramène un Québécois à Montréal. Et ça, c'est une très bonne transaction aussi parce que, écoute, Carrier, c'est pas le plus gros, mais c'est un gars qui travaille, c'est un gars qui met pas son équipe dans le pétrin, fait un bon travail à la ligne bleue. Alors que Barron, ben, c'était un peu de l'inconstance. C'était pas le plus robuste, c'était pas le plus intense non plus. Donc, si on a raté notre coup avec la transaction de Lekonen, on s'est bien repris avec celle-là pour amener Alexandre Carrier du côté du Canadien. Oui, puis c'est la régularité à la défensive qui était apportée. Là. Souvenez-vous, dans une saison qui était difficile, le Canadien, après, je vous dirais, une trentaine de matchs l'année passée. Et quand Carrier est arrivé, on a comme apporté un élément ou une chaise assurée d'un gars de peut-être quatrième ou cinquième défenseur qui venait apporter un petit peu d'expérience puis un petit peu de savoir. Un Québécois en plus qui était fier de jouer à Montréal. Et honnêtement, ça a changé la game du Canadien. Ça a changé complètement le style du Canadien défensivement. Au début de la saison, on disait le système de jeu de Martin Saint-Louis, c'était trop difficile pour la brigade défensive. Et lui, il a embarqué, je pense, dans une idée que, écoute, on va jouer comme ça, puis ça va bien aller. Et ça a donné la chance aux jeunes, je pense, puis à Mike Madison de ce monde, d'avoir un petit peu moins de minutes ou moins de désavantages numériques. Et ça a fonctionné du côté d'Alex Carrier. Donc, chapeau. Est-ce que c'est un coup de chance ou un coup de maître de Ken Hughes? Présentement, c'est un coup de maître. On va le souhaiter que ça reste à long terme, mais je pense que c'était une très belle acquisition du côté des Prédateurs. Et honnêtement, Prédateurs, si on a vu l'année passée comment ça a été, je pense que Carrier aimait mieux jouer avec Montréal qu'avec les Prédateurs. Là, ça, c'est sûr et certain. Sinon, deux grosses transactions rapidement là, pour conclure le volet un peu, comment on a été chercher des éléments là, pour assembler cette équipe-là. On a parlé un petit peu tantôt de la transaction de Noah Dobson. On avait 2 choix de première ronde, encore une fois, là, au repêchage de 2025. On ne les a pas utilisés. On a plutôt échangé ces 2 choix-là aux Islanders pour Noah Dobson avant de lui faire signer un contrat à long terme. Comme j'ai dit tantôt, je pense que ça prenait une option, un plan B là, pour Rainbacker, que plus ça avance, moins on est convaincu. Dobson, ça coche toutes les cases, va jouer première paire à droite là, pendant les 8 prochaines années là, du côté du Canadien. Et en même temps, on s'est départi d'un jeune défenseur droitier en Logan Mayou ensuite pour aller chercher Zachary Bolduc. On ramène un autre Québécois à la maison. Et du côté de Bolduc, ben, il avait connu une bonne saison recrue avec les Blues. Du côté de Mayou, c'est difficile du côté de Saint-Louis. Là, accumule les différentiels négatifs match après match. Ne semble pas être prêt encore pour jouer à temps plein dans la Ligue. Mais tu sais, Mayou, on l'a toujours dit, c'était ça un peu son point faible. Jouer défensivement, il a un bon tir, un bon lancer frappé, une bonne mobilité, capable de bien jouer offensivement. Mais dans sa zone, c'est plus difficile. Puis du côté du Canadien, on avait déjà des Hudson là, qui jouent offensif, Madison aussi qui joue quand même offensif, Dobson qui est plus meilleur vraiment là, dans les deux facettes du jeu, mais qui est quand même un petit peu offensif aussi. Donc, je pense pas qu'on pouvait se permettre d'avoir un Logan Mayou en plus des Madison et en plus des Hudson à la ligne bleue du Canadien. C'est trop à risque là, pour le jeu défensif. Là. Même si du côté de Hudson, on se débrouille quand même bien, là, ça reste que c'est plus un défenseur offensif que défensif. Oui, puis je pense que les coups de maître ont été dans le repêchage. Après avoir échangé leurs 2 choix de première ronde, puis Emil Heinemann du côté de New York pour Noah Dobson, on s'est avancé 2 fois du côté du Canadien. Puis évidemment, c'est des choix de 2025. Donc, Max, on est vraiment vers le néant. On a cherché quand même Alexander Zarovski qui va très bien en Russie présentement, qui est probablement une des sensations qui va se faire avec le Canadien. Si on regarde les scrutins de ceux qui parlent du repêchage beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens disent que Zarovski va probablement être un vol de ce repêchage-là. Donc, deuxième ronde, 34e au total. On se souvient qu'on avait échangé le choix de 41e et 49e aux Hurricanes contre le choix de 34 puis 189, ce qui a permis d'aller chercher Zarovski. Et en plus, on s'est avancé pour chercher un certain Aiden Popanekis, qui malheureusement a commencé sa saison trop rapidement cette année, donc on ne l'a pas vu avec le camp d'entraînement. Mais aussi, c'est un joueur qui fait écarter les yeux si on regarde les gens qui le voient. Un gars de 6 pieds 5, quand même 205 livres. Un centre. Donc, c'est pas le joueur le plus qui met le plus de points sur le tableau, mais c'est un joueur qui est physique. Je ne suis pas dans une bonne équipe, malheureusement. Cette année, peut-être plus.
avec le Ouais, Rocket ben, Studio-là. Kelowna va accueillir la prochaine Coupe Memorial, donc Exactement, donc ils n'ont pas le choix d'être bons. Puis en plus, ça a mal débuté un peu. La raison pour laquelle, en fait, on ne l'a pas vu au camp et tout ça, bien sûr. c'est qu'il y a eu une mononucléose en partant, Mmh. donc ça a comme pas vraiment aidé. Il vient de revenir au jeu, ça fait peut-être une semaine ou deux, là. Donc Exact. c'est pour ça qu'on n'a pas vu beaucoup de ce joueur-là depuis le début de la saison. Mais c'est un bon profil pour un joueur qui peut jouer sur un troisième trio, là, honnêtement, là, puis capable d'amener l'offensive aussi. Comme tu as dit, un gros bonhomme aussi. Mais Zarovski, c'est sûr que ça, c'est le choix que. Le Canadien disait eux-mêmes qu'ils étaient prêts à repêcher ce joueur-là avec leur choix 16 ou 17. Donc, il était vraiment haut sur leur liste. Et d'avoir été capable de le chercher en deuxième ronde en s'avançant avec une transaction avec les Hurricanes, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça vient ajouter. C'est pas mal le prochain élément offensif là, qui n'est pas dans l'entourage de l'équipe là, qui pourrait avoir un impact. Parce que le reste, il y a beaucoup d'espoirs qui ont le potentiel de jouer dans la LNH, mais le potentiel d'être des contributeurs importants, des joueurs top 6 entre autres. Il n'y en a plus vraiment du côté du Canadien. Là, ils sont pas mal arrivés. On avait les Slavkovski, on a les Demidov qui sont là, en plus des Caulfield, des Suzuki. Mhm. Là, Zarovski, ça pourrait être le prochain. Son contrat se termine en 2027, par contre, donc il faudra patienter un petit peu avant de le voir avec le Canadien. Mais il est quand même entre bonnes mains là-bas. Là. C'est pas avec Demidov qui est avec un coach là, qui le laissait sur le banc là, pour n'importe quel truc qu'il Jake faisait. Là. Kozlov, je pense, l'ancienne Ligue nationale, donc Oui, c'est lui qui est exactement, il est entraîneur. avec Kozlov. Puis en plus, l'équipe là-bas ont des problèmes financiers, donc ils n'ont pas le choix de faire jouer des joueurs à petits contrats. Donc, ça avantage pas mal Zarovski à ce niveau-là. Puis c'est pas pour rien qu'il est sur l'avantage numérique, il joue dans le top 6 aussi. Donc, ce sera très, très intéressant de voir ce qui va arriver avec lui. Mais là, la question qui tue, Stéphane, on vient de faire un peu l'historique, un peu de tout ce qu'on a fait du côté de Ken Hughes et Jeff Gorton. Mais la question qui tue, est-ce que le Canadien est bien parti ou si c'est vraiment de la poudre aux yeux puis ça devrait s'écrouler là, éventuellement, là, cette fameuse reconstruction-là? Parce qu'on en a vu des équipes. On a vu les Sabres accumuler du talent puis ça ne fonctionne Les Red jamais. Wings, On a vu les Red Wings, on a vu les Oilers que ça a été long avec sa décolle. On a passé des premiers Vancouver. choix au total puis que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que le Canadien se ramasse dans ce territoire-là ou si tu penses qu'il y a plus d'espoir avec qu'est-ce qui se passe en ce moment à Montréal? Écoute, moi, je pense que les joueurs qui vont arriver sont les joueurs clés du futur, les Cam Fowler de ce, Cam Fowler de ce monde. Jacob? Jacob Fowler, ouais, je sais pas Cam Fowler. Cam Fowler est pas mal à Saint-Louis en ce moment. Ah, ben ouais, qui est dans ma tête, lui, cet enfant-là. Mais écoute, je pense on a les éléments qui s'en viennent dans les 2 prochaines années, vont être des éléments clés, je pense, pour la fin de la reconstruction. Évidemment, le Canadien nous offre du bon jeu en début de saison, mais est-ce qu'on est prêt à gagner la Coupe Stanley? Non. Mais je pense que ça s'en vient. Tu sais, je pense qu'on va être capable de gréver des éléments importants dans les prochaines années. En 2026, on a quand même beaucoup de choix repêchage encore. Reste à voir ce qu'on va faire avec ça du côté de l'organisation du Canadien, mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et si on compare mes Red Wings qui ont été scrappés, je pense, leur reconstruction en une année, en 2023, avec des acquisitions par rapport, là, des acquisitions qui ont fait mal à l'organisation, je pense pas que le Canadien va faire la même erreur. Et c'est ça la différence avec le Canadien de Montréal présentement. Tu sais, veux pas, on a des éléments qui sont signés à très long terme, à des salaires qui sont corrects, moi je pense, là, des salaires qui vaut la peine d'être faits, mais c'est surtout qu'ils sont là pour les 5, 6 prochaines années. Donc ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est assez incroyable. Ben écoute, moi, de mon côté, je pense que le Canadien est très bien parti. On n'a jamais vu une équipe aussi excitante là, depuis les dernières années. Écoute, j'ai 34 ans, puis j'ai jamais vu une équipe. Depuis que je suis le hockey, que je suis le Canadien, j'ai jamais vu une équipe qui a autant de talent et qui promet autant que qu'est-ce qu'on voit actuellement. Maintenant, la question, qu'est-ce qui manque du côté du Canadien? Écoute, moi, je pense que le Canadien n'a pas encore de gardien de but numéro 1 véritable. C'est peut-être Jacob Fowler, on ne le sait pas. Le Canadien a repêché quand même beaucoup de gardiens dans les dernières années. Donc, si le Canadien est chanceux, peut-être qu'il y en a un du lot qui va se dresser et qui va devenir ce fameux gardien numéro 1-là. Ça peut être, est-ce que c'est Jakub Dobeš aussi qui peut le devenir parce qu'il connaît un très bon début de saison, mais je trouve que l'échantillon est encore petit pour se faire une tête là-dessus. Je pense que c'est plus quelque chose qu'on pourra juger à la fin de la saison. Mais si jamais il devait gagner le Calder, parce que oui, il est encore éligible au Calder, ça enverrait un solide message à l'organisation. Mais malheureusement, je ne pense pas que Samuel Montembeault, c'est le gardien numéro 1. Il y a trop d'inconstance dans son jeu, malheureusement. Peut être un très bon deuxième, par contre, là, mais d'être le gardien qui va mener le Canadien à cette Coupe Stanley-là,
pas convaincu, puis c'est plate parce que c'est un gars de chez nous, c'est un Québécois. On veut évidemment qu'il réussisse là, avec le Canadien. Mais puis on le voit en début de saison, c'est quand même difficile là, dans son cas, même si c'est pas le seul à blâmer là, pour ses déboires. Mais en Ah, même non, non. temps, chaque fois que Darbush est devant le filet, on gagne. Quand c'est Montembeault, on perd. À un moment donné, si on fait 1+1, ça fait pas mal 2 malheureusement. Mais n'empêche que malgré tout ça, je pense que le Canadien est encore un bon gardien prêt de solidifier sa place comme équipe qui pourrait être des aspirantes pendant plusieurs années. Puis j'ajouterais peut-être un attaquant top 6 aussi. Parce que présentement, le top 6, on a on a Caulfield, on a Suzuki, on a Slavkovski, on a Demidov. C'est pas mal le top 4. Après ça, c'est des peut-être, des on verra, des DAC, qu'est-ce que ça va donner? Des Newhook, qu'est-ce que ça va donner? Des Bolduc, qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a rien de garanti. C'est là que Zarovski pourrait devenir le 5e s'il se développe très bien, mais je pense qu'il en manque encore un autre. Puis sinon, défensivement, on est magané. Je veux dire, Goalie a quand même sa part de blessure. Rainbacker a déjà sa part de blessure, puis il n'est même pas encore dans la ligue. On va espérer qu'Hudson ne se blesse pas trop. Est-ce qu'il y a Dobson qui est là? Mettons, si on regarde à long terme, on a peut-être Dobson, Goalie, Hudson comme top 3. Est-ce qu'il manque peut-être un autre défenseur top 4? Est-ce que Rainbacker peut le devenir? Est-ce que Ekstrom peut le devenir? Ouais. Il manque peut-être ça. Peut-être un défenseur top 4, un attaquant top 6 puis un gardien numéro 1. Je pense qu'à moyen long terme, si le Canadien peut mettre la main sur ces 3 joueurs-là qui manquent, là, on serait prêt à être des aspirants là, pour un bon moment. Là. Surtout comme tu as mentionné, il y a tellement de joueurs qui sont signés à long terme pour des contrats avantageux là, que la fenêtre du Canadien va être quand même assez grosse quand cette fenêtre-là va arriver. Là. Ouais, incroyable. Puis comme tu dis, je pense qu'on va juste greffer d'autres éléments. C'est sûr que je pense qu'un gars comme Gouli fait partie de la solution, mais à 5.5, il va être une aubaine s'il peut jouer. C'est un peu ça le problème. Reste à voir avec Madison comment il va demander de salaire pour les prochaines années. Ça peut être un autre joueur qui va venir stabiliser la défensive du Canadien à long terme si on le signe pour un 5 ou 6 ans. Il ne faut pas oublier que Madison a seulement 31 ans. Oui, je sais, pour le commun des mortels, écoute le hockey, c'est vieux, 31 ans, puis c'est proche de la retraite, mais c'est pas si pire que ça. Je pense que Mike Madison a un patin incroyable. Il a une condition physique impeccable, ce qui peut aider. Et après ça, on va à l'attaque. Josh Anderson va probablement partir dans 2 ans. Est-ce qu'on va le remplacer? Brendan Gallagher va se demander un salaire de 3 millions en place de 6,5 sur une 3e ou une 4e ligne. C'est Josh Anderson faire la même chose. Si on est capable de gréver, je pense, des éléments qui vont aider le Canadien de Montréal avec des salaires qui sont très bons, on va pouvoir probablement signer un Demidov dans 3 ans qui va valoir probablement un 10-12 millions si ça continue la tendance. Mais on va avoir la place pour justement aller chercher, un peu comme les équipes gagnantes ont fait. Peut-être pas les Panthers, parce que les Panthers, eux autres, c'est un peu différent. Ils n'ont pas vraiment de joueurs à 15 millions ou à 10 millions, à part Bobrovski. Mais on va aller gréver des joueurs qui vont apporter un plus à cette équipe-là, mais qui vont aller avec un salaire qui va avec, probablement pour des 2 à 3, 4 ans. Donc ça, c'est un avantage qu'on a du côté du Canadien en ayant un 6 ou 7 joueurs dans leur prime présentement ou dans leur effectif pour les prochaines années à un salaire qui est vraiment décent. Là. Nick Suzuki fait 82 points cette année et plus, est une aubaine dans la Ligue nationale. Il ne faut pas l'oublier. C'est un joueur, un centre capitaine en bas de 8 millions. Faites l'exercice si vous voulez dans la Ligue nationale. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça. Là. Donc, à suivre là, du côté du Canadien, mais chose certaine, je pense que les bonnes années s'en viennent. Là. On a mangé notre pain noir pendant plusieurs années du côté des partisans et de l'équipe aussi. Ah oui. Mais là, je pense que les beaux jours s'en viennent là, pour le Canadien. Enfin! Avant qu'on se laisse, Stéphane, juste faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans le dernier mois, parce qu'évidemment, du côté du hockey senior ici, en Beauce, /Etchemin a commencé, donc les juniors aussi, donc les équipes là, de la région qui se sont mises en branle là, du côté du hockey. Du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud, on a les Hunters de Saint-Prosper qui ont commencé leur saison. On joué 4 rencontres au moment où on enregistre le podcast. Malheureusement, on est toujours à la recherche d'une première victoire là, du côté des Hunters. 0 victoire, 4 défaites. Mais c'est surtout qu'est-ce qui frappe, c'est le manque d'offensive là, du côté des Hunters. Seulement 6 buts marqués en 4 matchs. C'est même pas une moyenne là, de 2 par rencontre. On en a accordé 23. Donc, on a le moins grand nombre de buts marqués
Et on a le deuxième pire ratio pour les buts accordés là, avec 23. Seul Saint-Charles ont fait pire avec 27 buts accordés. Mais eux, c'est en 5 matchs. Donc, ils ont un match de plus à disputer. Alors que les Hunters là, ont seulement 4 rencontres, comme j'ai mentionné. Si on regarde les joueurs un petit peu, on a quand même 4 joueurs, là, même 5 joueurs qui ont récolté 2 points jusqu'à maintenant. On a Jérémy Roy, Jacob Bernard, Louis-Philippe Pouliot, Mario Bollard, l'ancien du Cool FM, Xavier Labbé, qui appartient également au Cool FM de Saint-Georges, qui ont tous 2 points. Mais disons que c'est un début de saison un petit peu difficile du côté des Hunters. Sinon, si on se transporte du côté du Junior A, eh bien, c'est totalement l'inverse. Alors que le Perfection Auto de Beauce-Chemin a une fiche parfaite, 3 victoires en 3 rencontres. Nice. On a inscrit jusqu'à maintenant là, 11 buts en 3 matchs. On en a accordé seulement 5 aussi. Donc, les 5 buts accordés, c'est bon pour le premier rang à ce chapitre-là. Donc, c'est très difficile de percer la muraille du Perfection Auto. Et sinon, au niveau des joueurs, on a quand même 2 joueurs qui se distinguent vraiment. Là, Mathias Cloutier avec 3 buts, 2 passes. Et Zachary Jolin aussi, là, 3 buts et 2 passes. Et il y a Zachary Quirion aussi là, qui complète le top 3 avec 3 buts et 1 passe. Évidemment, je le répète, on enregistre le podcast présentement le 27 octobre. On va briser le 4e mur. Ouais. Donc, on n'est pas à jour lorsque l'émission va être diffusée lundi. Il va y avoir les rencontres du week-end qui ne sont pas couvertes. Mais jusqu'à maintenant, là, c'est un très bon départ là, pour le Perfection Auto là, du côté du junior. Sinon, du côté du Cool FM, rapidement, ben, c'est un peu un début de saison là, en dents de scie, là, dans le sens que on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, et là, on a conclu des transactions aussi, alors qu'on a envoyé l'ancien capitaine là, des Lions de Trois-Rivières, là, Cédric Montmini, à l'assurance Thetford Mines, donc au rivaux principal du Cool FM. Donc, c'est rare qu'on voit une transaction de la sorte, mais on le fait du côté du Cool FM. On va chercher les services de Cédric Chagnon et un choix de première ronde aussi. Donc, ça pourrait être intéressant là, pour le prochain repêchage du côté de Saint-Georges. Mais sinon, grosso modo, là, on a disputé jusqu'à maintenant un total de 6 matchs et on joue pour 500. On a 3 victoires et 3 défaites. Donc, on se maintient là, dans le milieu là, du classement là, du côté de Saint-Georges, alors qu'on occupe présentement le 5e rang sur 8. Toujours en prenant en considération que les matchs du week-end n'ont pas été compilés au moment où vous écoutez ce podcast. Mais bref, c'est un moins bon départ que l'an dernier. Évidemment, l'an dernier, le Cool FM qui avait tout cassé en première moitié de saison avant de s'écrouler un petit peu plus en deuxième moitié. Là. Mais là, cette fois-ci, c'est un départ beaucoup moins spectaculaire. Mais peut-être que ça veut dire qu'on aura droit à une meilleure fin de saison. Donc, Peut-être. Steph, écoute, ça passe tellement vite, 57 minutes, mais on est déjà à la fin. Encore une Yes. fois, merci de ta précieuse collaboration. Et dans les prochaines semaines, on va évidemment essayer d'avoir quelques intervenants là, surtout Yes, pour le sir. hockey en région, là, pour nous faire un bilan le plus complet et plus précis de nos équipes dans la région des Aides-Chemins. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous. Mon nom est Maxime Merci. Duquette, mon collègue Stéphane Grenier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de hockey sur demande sur les zones de Aides-Chemins Télé. À Bonne plus tout le semaine. monde! Bonne semaine tout le monde.